Les services antiterroristes sont inquiets de ces revenants. Ils sont inquiets également de ce qu'on pourrait appeler les sortants, c'est-à-dire de ces détenus islamistes qui vont bientôt arriver à la fin de leur peine et qui vont être remis en circulation. Et ils sont également inquiets de cette menace endogène, un terme un peu barbare, de cette menace intérieure qui est représentée par exemple par les deux tueurs en date, celui d'aujourd'hui et celui de Marseille en octobre, qui sont des gens qui sortent. Alors, soyons prudents sur celui de l'Aude, mais pour en venir à celui de Marseille, il était en contact avec son frère qui lui était radicalisé, mais ce sont quand même des gens qui sortent un peu de nulle part pour tuer. Alors, d'où sort justement cet individu qu'on a découvert, hein, il a 26 ans, il s'appelle Redouane Laktine, et il est franco-marocain, c'est-à-dire qu'il a la double nationalité ? A priori, oui. Alors pour le moment, on n'a pas énormément d'éléments sur son parcours, puisque je crois qu'en réalité, ce qui se passe, c'est qu'à l'instant même, les services de police sont en train, encore une fois, de démonter, d'essayer d'étaler à peu près. Bon, il y a aussi. Ils ont su retrouver quand même sa mère et sa sœur qu'ils ont conduit justement sur le lieu de la prise d'otage. Oui, alors ça, c'est une technique assez classique de négociation en cas de prise d'otage. Les policiers, les gendarmes disent d'ailleurs parfois en souriant, en tout cas disent parfois que tout élément qui permettrait éventuellement de rattacher le preneur d'otage avec une réalité, avec un sentiment, avec quelque chose, doit être mobilisé. Et donc là, l'idée, c'était tout bêtement d'essayer d'engager un dialogue, de l'amadouer, de faire passer des messages. Bon, c'était assez clair. Maintenant, je vous coupe, et là, nous demande depuis le temps pourquoi ne décide-t-on pas l'expulsion des étrangers condamnés. Là, la question, c'est qu'on n'est pas sûr que justement la personne en question était étrangère. En tous les cas, si elle a la double nationalité, elle était française. Oui, et puis alors, à la limite, on n'est même pas certain qu'il ait été condamné, parce que le ministre de l'Intérieur évoque des faits de délinquance, on ne sait pas du tout s'il a été jugé ou pas. Mais enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est quelqu'un qui n'avait pas le profil d'un islamiste endurci, qui revenait sur zone. C'est pour ça que je me permettais de souligner ça. Oui, les revenants, les revenants, c'est une menace, mais les gens qui sont ici, c'est une menace. Et c'est là où ce que disait Frédéric Ancel est particulièrement intéressant, outre le fait qu'il insiste très justement sur le fait qu'il ne faudrait pas être obnubilé par les étiquettes. Hein, Al-Qaïda, Daesh, on parle de l'islamisme radical avec une grande souplesse. C'est une question que nous demande d'ailleurs, nous pose Maurice. Où en sommes-nous avec les salafistes de façon générale ? Alors, les salafistes, qui sont en l'occurrence donc détenants de l'islamisme radical, qui sont présents en France depuis maintenant des décennies et qui ont publiquement un langage qui est un langage de discrimination, un langage de fermeture, un langage d'isolement, et qui poussent certains de leurs membres à basculer dans le djihad, la lutte, elle est quotidienne, elle est compliquée. Il se trouve que dans le Figaro de demain, je vais naturellement parler de l'attentat de l'Aude avec Christophe Cornevin, mais je vais également publier un article sur un imam salafiste algérien qui était arrivé en France en 1981, qui n'a cessé de prêcher pendant des décennies dans toutes les mosquées des Bouches-du-Rhône, qui avait une mosquée extrêmement importante à Marseille et qui est en passe, je pense que ce sera le cas, d'être expulsé en 2018. Voilà, donc je pense que c'est toute la difficulté de cette lutte au quotidien contre le salafisme, c'est que ça demande à la fois une fermeté, je crois qu'elle est présente chez les autorités, mais ça demande aussi la possibilité de monter des dossiers juridiques pour être en mesure, je précise que ces salafistes est algérien, il n'a absolument pas la double nationalité, et donc il est tout à fait expulsable, sauf que ça prend du temps. Voilà, c'est ça la réalité des choses. Puis il y a plusieurs écoles même dans le salafisme, toutes ne sont pas... Alors oui, il y a la différence entre le quiétisme, le djihadisme. Bon, le fait est quand même qu'on constate qu'un certain nombre de djihadistes sont passés par ces filières, qu'elles soient par ces écoles de pensée, qu'elles soient quiétistes ou pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'assise territoriale dont parlait Frédéric Ancel, ce qui s'est passé dans l'Aude, ce qui s'est passé à Marseille, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que l'assise territoriale de l'islamisme radical, du djihadisme, elle est ici. Et c'est ce que vous, d'ailleurs, racontez très bien dans le Figaro ces derniers jours et ces dernières semaines. Vous avez fait un reportage à Trappes et également à Sarcelles, où vous montrez justement comment cette pénétration justement des salafistes les plus radicaux progresse. Gisèle nous demande une
pose une question aussi un peu effectivement sensible. Quand va-t-on supprimer les doubles nationalités pour ces terroristes? C'est une question d'ailleurs qui n'a jamais été réellement posée. On a parlé de la déchéance de nationalité, mais jamais de la suppression de double nationalité pour le terrorisme. Oui, alors en même temps, le débat a été lancé il y a quelques années par un président de la République socialiste, si mes souvenirs sont bons. Ça ne lui a pas beaucoup réussi. Vous parlez de François Hollande. Oui, je suis pas du tout un grand spécialiste en la matière. Je ne suis absolument pas un juriste, un fin juriste. Ce que je sais, c'est que ça serait à coup sûr compliqué et ça nous engagerait dans des débats juridiques absolument complexes. Voilà, je ne sais pas si c'est une bonne solution ou pas, mais en tout cas, elle est compliquée. Ça, c'est Moi, sûr. je voudrais revenir sur des choses un petit peu plus simples, Jean Kiki-Zola, puisque vous suivez justement, et notamment à travers ces récits que vous avez fait à Trappes et à Sarcelles, le profil de ce terroriste, présumé en tous les cas, qui est passé à l'acte aujourd'hui. C'est pas moi qui dis passer à l'acte, c'est Gérard Collomb. Il dit le profil d'un petit dealer qui passe à l'acte. Qu'est-ce que ça vous inspire ? D'une part, naturellement, que les passerelles entre le monde de la délinquance et le monde de la petite délinquance et le monde de l'islamisme radical, du djihadisme, sont évidentes, mais elles ne sont pas récentes. Hein. Elles datent au minimum de 20 ou 25 ans. Ce sont des univers qui, naturellement, s'interpénètrent. Là, ce qui est frappant... Un peu les enfants de Khaled Kelkal, finalement. Absolument. Or, Khaled Kelkal, je vous le rappelle, c'est 95. Hein, donc je pense que c'est vraiment important de dire qu'on est sur des phénomènes. C'est pour ça que l'intervention de Frédéric Ancel, l'excellent Frédéric Ancel, était très importante tout à l'heure, parce que ça met en évidence le fait qu'on est dans un schéma historique. Ça fait maintenant plus de 30 ans qu'on en parle. Alors justement, je vous propose d'écouter Gérard Collomb qui nous donnait un petit peu plus de précision, et on y revient juste après, sur le profil donc, de Redouane Lagdim, ce franco-marocain qui est auteur de ces meurtres et de cette prise d'otage. Le terroriste s'appelait Redouane Lagdim. Il avait 26 ans et était connu pour des faits de petite délinquance, mais nous l'avions suivi et nous pensions qu'il n'y avait pas de radicalisation. Il est passé à l'acte brusquement alors qu'il était déjà surveillé. Nous pensions qu'il n'y avait pas de radicalisation, dit également Gérard Collomb. Ça paraît à tout le moins inquiétant. Alors, encore une fois, hein, je ne veux pas enfoncer les portes ouvertes, mais par définition, un attentat, c'est inquiétant. Un attentat, c'est un ratage. Un attentat, c'est un trou dans la raquette, pour utiliser l'expression très, très utilisée. Mais, encore une fois, les services de l'État sont les premiers à le reconnaître, hein, que c'est un ratage. Bon. Après, ce qui s'est passé dans cette histoire, je ne peux pas m'engager sur ce terrain, je n'ai pas aujourd'hui les éléments précis. Mais je pense que c'est d'autant plus... C'est inquiétant parce qu'effectivement, il y a eu ratage des services de l'État. C'est aussi inquiétant parce qu'aujourd'hui, en 2018, en France, vous pouvez avoir quelqu'un qui est un petit délinquant, un petit dealer, qui visiblement a des éléments qui permettraient de douter qu'il se radicalise, de s'interroger sur une éventuelle radicalisation, qui arrive d'une façon ou d'une autre à donner le change, et qui ensuite bascule dans une action absolument atroce. C'est ça la chose véritablement alarmante. Et le problème, c'est que ce que ça signifie, c'est qu'on est peut-être relativement désarmé, démuni face à cette réalité. Le dernier bilan fait état de 3 morts et de 5 blessés, dont 3 en urgence absolue. Une autre précision, le terroriste demandait la libération de Salah Abdeslam. Oui. Alors là, c'est particulièrement intéressant parce que, alors, d'une part, parce que ça veut dire que Salah Abdeslam, dans la tête des islamistes de base, dans la tête des djihadistes de base, dans la tête des terroristes de base, est devenu une figure de référence, quelqu'un d'important. Je pense que son aller-retour en Belgique, avec le fait qu'il ait réussi à mobiliser la France et la Belgique entière pour ensuite aller devant le tribunal de Bruxelles, expliquer que, il ne voulait pas parler et que, de toute façon, il tenait à faire une déclaration purement djihadiste, mais alors vraiment de A jusqu'à Z, je pense que là-dessus, l'opération Abdeslam a été réussie. Donc c'est devenu une référence. Et puis ensuite, Ils sont marocains tous les deux ?
Oui, absolument, bien évidemment. Alors après, est-ce que ça signifie qu'il y a une motivation supplémentaire de la part du terroriste ou un lien quelconque? Ça, je n'en sais absolument rien. Ce qui est certain, c'est que Abdeslam est devenu un symbole. Un dernier point, Jean, qu'est-ce que le modus operandi qu'on a vu ce matin vous inspire par rapport aux autres attentats terroristes qu'on a pu voir? Écoutez, en décembre dernier, à Carcassonne, il y a eu un exercice de simulation Turin Mass, attentat, qui évoquait la possibilité d'un attentat dans un supermarché d'une petite ville de province, qui avait mobilisé les gendarmes du coin, les pompiers et les services de la préfecture de l'Aude en décembre dernier. Ça veut juste dire que ce qui s'est passé aujourd'hui était malheureusement dans le grand catalogue des prévisions possibles de la part des autorités et que ça peut se reproduire à tout moment et partout en France. Les politiques sont dans le constat et la réaction, mais les Français veulent les voir proactifs sur ces sujets ultra sensibles, c'est ce que nous dit Elad. On va y revenir dans quelques minutes dans Point de vue, justement, avec Guillaume Roquette et ses invités qui reviendront sur les aspects politiques autour de ce drame. Avant de se quitter, je voudrais qu'on écoute Emmanuel Macron qui a fait une déclaration au Conseil européen où il se trouvait, et ça tombait justement au moment même du dénouement de l'affaire. L'assaut a été donné, bien évidemment. J'ai eu un échange avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, mais c'est sur place et en appréciant les conditions que celles et ceux qui avaient à diriger les opérations au plus près du terrain ont pris leurs responsabilités sous couvert de leurs autorités. Et c'est comme ça que les choses doivent se passer. Et donc l'assaut a en effet été donné et a conduit au résultat que vous avez évoqué. Je serai très prudent sur le reste et n'aurai pas d'autres remarques sur ce qui s'est passé, sauf celle que j'ai évoquée tout à l'heure, et cette volonté, en tout cas réaffirmée, de protéger l'ensemble de nos concitoyens. Un commentaire, Jean, sur la réaction d'Emmanuel Macron? Un commentaire, juste voilà, Emmanuel Macron savait quand il a été élu à la présidence de la République que le terrorisme islamiste était l'un des problèmes auxquels il était confronté et je pense que ça durera au moins le temps de son quinquennat. Merci beaucoup Jean pour toutes ces précisions. JLR qui sur le Figaro.fr nous dit « On voit l'efficacité de la surveillance française ». C'est peut-être ironique, mais c'est également si il vous a écouté, ce que j'encourage à faire en écoutant le replay de cette édition spéciale, c'est tous les attentats qui ont été déjoués et toute la préparation qu'il y a eu. Une vingtaine d'attentats ont été déjoués selon les informations de Christophe Cornevin tout à l'heure. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci aux équipes du Figaro et de Figaro Live qui sont mobilisées depuis ce matin. Je voudrais notamment remercier celles qu'on voit moins, l'équipe de Brune Daudré, de Sylvain Châtelain, de Valérie Ancelin, Jean-Charles Cousin et Benjamin Bazin, Anne-Emmanuel Isaac et Lorraine Triard. Toutes les infos sont à retrouver sur lefigaro.fr. On revient, je vous l'ai dit, sur ces événements et les autres événements de la journée avec Guillaume Roquette et ses invités dans Point de vue. Et bien sûr, vous retrouvez dès ce soir tous